La nuit tombe sur une ville médiévale. Dans les ruelles étroites, les ombres s'allongent tandis que résonne la cloche du couvre-feu. Les boutiques se ferment, les volets claquent, et bientôt, un silence inquiétant s'installe. Mais ce silence sera brisé, encore et encore, par le claquement sec des crécelles de bois et les appels graves des cors. Les gardes de la ville émergent de leur poste, armés de hallebardes et de lanternes, prêts à patrouiller jusqu'à l'aube. Leur présence devrait rassurer les habitants honnêtes. Et pourtant, l'histoire nous révèle une vérité bien différente. Ces hommes chargés de maintenir l'ordre étaient redoutés, méprisés, corrompus et en conflit avec pratiquement toutes les classes de la société médiévale. Comment des gardiens de la paix sont-ils devenus les ennemis de tous? Dans cette vidéo, vous découvrirez qui étaient véritablement les gardes de la ville médiévale, ces sergents, veilleurs et bérovieri qui arpentaient les rues obscures de l'Europe. Nous révélerons pourquoi ils se sont retrouvés en conflit avec la noblesse, les marchands, les étudiants, le clergé et même les citoyens ordinaires qu'ils étaient censés protéger. Vous comprendrez comment un système conçu pour maintenir l'ordre a engendré la corruption, la violence et le ressentiment. Et surtout, vous verrez comment les contradictions impossibles de leur rôle ont condamné ces hommes à devenir à la fois victimes et bourreaux d'un système profondément dysfonctionnel. Plongeons ensemble dans les ombres des villes médiévales et découvrons l'histoire cachée de ceux qui étaient chargés de les surveiller. Pour comprendre pourquoi les gardes de la ville étaient détestés de tous, il faut d'abord saisir qui ils étaient vraiment. Loin des représentations fantaisistes qui nous montrent des soldats professionnels en armures étincelantes, la réalité était bien plus sombre et bien plus humaine. Imaginons plutôt un homme âgé, peut-être un peu ivre, vêtu d'une tunique matelassée usée, qui s'appuie lourdement sur sa hallebarde, en surveillant sans grande conviction une ruelle déserte. Voilà le véritable visage du garde médiéval. Mais comment en est-on arrivé là? En l'an 1285, le roi Édouard Ier d'Angleterre promulgue ce qu'on appellera le statut de Winchester. Cette législation marquante va formaliser tout un système de surveillance urbaine à travers le royaume. Le texte est précis, presque bureaucratique dans ses exigences. 6 hommes doivent monter la garde à chaque porte de ville fortifiée. 12 hommes dans les bourgs importants. 6 hommes dans les villes plus modestes, ou 4 selon la population. À Londres, capitale grouillante, chaque quartier doit fournir 6 gardes supplémentaires, ce qui correspond environ à un garde pour 400 habitants. Ces veilleurs devront assurer leur service du coucher au lever du soleil, de l'Ascension jusqu'à la Saint-Michel. Le statut ressuscite également une ancienne pratique anglo-saxonne, le hue and cry, qui obligeait tous les citoyens à se lancer à la poursuite d'un criminel en fuite dès qu'une alarme était sonnée. Sur le papier, le système semblait solide, méthodique, capable de garantir la sécurité des villes. En réalité, il portait déjà en lui les germes de son échec. Mais l'Angleterre n'était pas seule à organiser sa surveillance urbaine. Regardons maintenant comment le reste de l'Europe abordait ce même problème. En France, particulièrement dans les domaines royaux, ce sont les sergents qui assuraient l'application de la loi. Ces hommes, souvent issus de la petite bourgeoisie ou même de couches sociales encore plus basses, étaient nommés par un système royal de plus en plus centralisé. À Paris, la structure était particulièrement élaborée. Dès la fin du Xe siècle, entre 996 et 1031, apparaît le prévôt de Paris, responsable en chef de l'application de la loi. Plus tard, sous le règne de Saint-Louis, on voit émerger le guet royal, composé de 20 cavaliers et 40 sergents à pied. En 1254, un deuxième corps est créé, le guet des bourgeois, qui mobilise 60 bourgeois chaque nuit. En 1260, le premier chevalier du guet est nommé, commandant 12 sergents de jour, 20 sergents de nuit,
et 12 hommes montés. Cette structure impressionnante cache cependant une réalité troublante. Les chroniques de l'époque décrivent ces sergents français comme étant particulièrement corrompibles, et nous verrons bientôt pourquoi. Tournons-nous maintenant vers l'Italie, où les communes ont développé un système radicalement différent. Les villes italiennes du Nord, toujours en avance sur leur temps, avaient compris qu'il fallait quelque chose de plus professionnel. Au sommet du système judiciaire et militaire se trouve le podestat, un magistrat élu pour une durée limitée, généralement 1 an, parfois seulement 6 mois. Et voici un détail fascinant. Ce podestat devait obligatoirement venir d'une autre cité. Pourquoi? Pour garantir son impartialité, bien sûr. Un homme sans liens familiaux ni alliances locales serait, en théorie du moins, plus juste dans ses jugements. Sous les ordres de ce magistrat étranger servaient les berovieri ou biri, des gardes professionnels payés qui assuraient des fonctions variées. Surveiller la ville et ses faubourgs, mener des expéditions punitives, procéder aux saisies et aux arrestations, capturer les bandits et les criminels condamnés. À Bologne, le système était si complexe qu'il existait 2 structures parallèles, l'une relevant de la commune, l'autre du popolo. Au XIVe siècle, les villes du nord de l'Italie disposaient de patrouilleurs payés qui ressemblaient déjà, par certains aspects, à une police moderne. En Allemagne, la situation était tout autre. Le Saint-Empire romain germanique était un patchwork d'États, de principautés, de villes libres et de juridictions qui se chevauchaient dans une confusion presque totale. Chaque ville développait son propre système, selon ses moyens et ses traditions. Ce qui est révélateur, c'est que même les grandes villes de 10 000 habitants peinaient à maintenir des garnisons de 30 à 100 soldats seulement. Imaginez, 10 000 âmes protégées par quelques dizaines d'hommes armés. Comment un tel système pouvait-il fonctionner efficacement? Mais que faisaient exactement ces gardes, quels que soient leurs titres et leurs origines? Leurs tâches étaient précises et répétitives. Dès 9 ou 10 heures du soir, ils prenaient leur poste et commençaient leur patrouille dans les quartiers qui leur étaient assignés. Ils devaient sécuriser les portes et les murailles, ces remparts qui définissaient physiquement l'espace urbain et symboliquement la distinction entre citoyens et étrangers. L'une de leurs fonctions principales était l'application du couvre-feu, ce couvre-feu qui signifiait littéralement « couvrir le feu ». À une heure déterminée, tous les feux et toutes les lumières devaient être éteints dans les foyers, et nul ne devait plus circuler dans les rues. Toute personne trouvée dehors après cette heure était considérée comme suspecte, un night walker, un rôdeur de nuit. Les gardes avaient le pouvoir de l'arrêter, de l'interroger, et si elle ne pouvait fournir une raison légitime de sa présence nocturne, de la détenir jusqu'au matin. Les gardes devaient aussi allumer les lampes dans les rues, une tâche cruciale pour limiter la criminalité dans l'obscurité. Ils guettaient les incendies, danger permanent dans des villes construites principalement en bois. Ils sonnaient les cloches pour signaler l'ouverture et la fermeture des portes. Et surtout, ils portaient avec eux des instruments pour donner l'alarme. Une crécelle de bois qui produisait un claquement bruyant quand on la faisait tourner, et un cor qu'ils pouvaient sonner pour appeler à l'aide ou signaler un danger. Leurs armes variaient selon la richesse de la ville et leur propre statut social. Certains portaient des hallebardes, ces longues piques surmontées d'une hache, d'autres des masses, des arbalètes, des glaives. Quant à l'armure, elle pouvait aller du simple gourdin et de la tunique matelassée aux haubers de mailles et aux casques pour ceux qui servaient dans les cités les plus prospères. Sur le papier, tout cela semble raisonnable, presque rassurant. Un système organisé, des hommes équipés, des règles claires. Alors pourquoi cela a-t-il si mal tourné? La réponse se trouve dans la nature même du recrutement de ces gardes. Car personne, absolument personne, ne voulait vraiment faire ce travail.
Mettons-nous un instant à la place d'un honnête artisan ou commerçant dans une ville médiévale. Vous travaillez dur toute la journée dans votre boutique ou votre atelier. Le soir venu, vous aspirez à retrouver votre foyer, votre famille, votre lit. Et voilà qu'on vous informe que c'est votre tour de monter la garde. Vous devrez passer toute la nuit dehors, dans le froid ou la pluie, à arpenter des rues dangereuses, sans compensation ou presque, et cela pendant 3 semaines d'affilée si vous vivez à Paris. Le lendemain matin, épuisé, vous devrez quand même rouvrir votre commerce et travailler. Voilà ce qu'était la veille de nuit, une obligation civique profondément détestée. Au départ, servir comme garde était un devoir obligatoire pour tous les chefs de famille valides. C'était présenté comme un service à la communauté, une participation nécessaire à la défense et à la sécurité de la cité. Mais contrairement au service militaire qui pouvait, dans certaines circonstances, apporter gloire et reconnaissance, la garde nocturne était un travail ingrat, inconvenant et épuisant. Il n'y avait ni honneur ni prestige à tirer de cette fonction. Elle était simplement chronophage, gênante et potentiellement dangereuse. Les nuits pouvaient être d'un ennui mortel. Des heures et des heures passées à ne rien voir, à ne rien entendre, à grelotter dans l'obscurité. Ou bien elles pouvaient être terrifiantes, quand un cri perçait le silence, quand des ombres suspectes apparaissaient, quand il fallait affronter des individus armés et dangereux avec un entraînement minimal et un équipement douteux. Inévitablement, les citoyens les plus astucieux ont trouvé un moyen d'échapper à cette corvée. Dès les années 1660, une pratique s'est généralisée à travers l'Europe, le système des substituts. Si vous étiez assez riche, vous pouviez simplement payer quelqu'un d'autre pour faire votre service à votre place. Les marchands prospères, les membres des guildes les plus riches, les notables, tous utilisaient cet échappatoire. Cela semblait une solution élégante, n'est-ce pas? Les riches évitaient une corvée pénible et les pauvres trouvaient une source de revenus supplémentaires. Mais ce système a eu des conséquences désastreuses pour la qualité de la garde urbaine. Qui étaient ces hommes qui acceptaient de servir comme substituts? Ce n'étaient certainement pas les meilleurs éléments de la société. Les chroniques de l'époque ne laissent aucun doute à ce sujet. Les veilleurs étaient décrits comme vieux, décrépits, paresseux, ivrognes, corrompus et inefficaces. Ils sont devenus, selon les mots d'un historien, la cible commune des moqueries. Pourquoi? Parce que ceux qui acceptaient ce travail pour un salaire de misère étaient généralement ceux qui ne pouvaient trouver mieux. Des hommes âgés, trop vieux pour les travaux physiques exigeants. Des hommes pauvres, désespérés. Des hommes physiquement moins capables, parfois infirmes. Et des hommes moralement flexibles, prêts à compenser leur maigre salaire par d'autres moyens moins légitimes. La formation de ces gardes était, dans le meilleur des cas, minimale. Dans de nombreux endroits, elle était tout simplement inexistante. Comment pouvait-il en être autrement? Ce n'était pas une profession qu'on choisissait par vocation. Certaines guildes prenaient en charge une partie des fonctions de garde, chacune se voyant attribuer un segment de muraille à défendre. Les quartiers les plus riches pouvaient se permettre d'équiper leurs gardes correctement. Les quartiers pauvres devaient se contenter de ce qu'ils avaient. Ce système décentralisé a créé ce qu'un chroniqueur a décrit comme des forces hétéroclites, avec un entraînement, un équipement et des capacités extrêmement variables. Imaginez une ville où certains quartiers sont patrouillés par des hommes bien armés et relativement compétents, tandis que d'autres doivent se contenter de vieillards armés de gourdins. La situation est devenue si problématique qu'au début du XVIIIe siècle, les autorités ont tenté d'intervenir. En 1705, une loi interdit aux constables anglais de collecter l'argent des substituts. Pourquoi? Parce que le système était devenu un racket. Les constables empochaient l'argent et engagèrent les substituts les moins chers possibles, gardant la différence pour eux-mêmes. La corruption s'était installée à tous les niveaux. En 1737,
Londres acquiert le pouvoir de lever des taxes spécifiquement destinées à financer une force salariée. C'est le début d'une transition, du devoir civique à la profession rémunérée. Mais même avec un salaire, le travail de garde urbaine attirait toujours les recrues de la plus basse qualité. Pourquoi? Le salaire restait dérisoire, le travail toujours dangereux, et le prestige social inexistant. Les veilleurs de nuit étaient regardés de haut par toutes les classes sociales. La noblesse les méprisait comme des roturiers exerçant une fonction servile. Les marchands et artisans les considéraient avec condescendance ou suspicion. Et le peuple ordinaire, ceux qui étaient forcés de servir ou de payer pour être remplacés, les ressentaient comme un fardeau imposé. Cette absence de respect social a créé un cercle vicieux. Parce que le travail était méprisé, seuls les hommes sans autre option l'acceptaient. Parce que seuls les hommes de faible qualité le faisaient, le travail était encore plus méprisé. Et ainsi de suite. Voilà donc qui étaient les gardes de la ville. Des hommes souvent âgés, pauvres, mal formés, mal équipés, mal payés et méprisés par tous. Ils étaient censés maintenir l'ordre dans des villes médiévales violentes et chaotiques, avec presque rien pour les aider. Est-il surprenant que beaucoup d'entre eux aient cherché d'autres moyens de survivre? Sous peu, nous découvrirons comment cette situation impossible a conduit inévitablement à la corruption, et comment cette corruption a enflammé les conflits avec tous les groupes de la société médiévale. Lorsqu'un homme est chargé de faire respecter la loi, mais ne reçoit presque rien en échange, lorsqu'il détient une autorité sans être respecté, lorsqu'il a accès à la violence sans supervision adéquate, que se passe-t-il? L'histoire médiévale nous donne une réponse sans équivoque. La ligne entre l'application de la loi et la criminalité devient terriblement floue. Les gardes de la ville, placés dans cette situation impossible, sont devenus des experts en corruption. Les chroniques de l'époque le disent sans détour. Les policiers médiévaux étaient des experts en pots de vin, avaient la loi de leur côté et un accès immédiat à la violence. Quelle combinaison redoutable! Réfléchissons un instant à ce que cela signifie. Un garde peut vous arrêter pour presque n'importe quelle raison. Vous êtes dehors après le couvre-feu, vous avez l'air suspect. Vous ne pouvez pas prouver immédiatement votre identité ou vos intentions. Il peut vous détenir, vous maltraiter, vous traîner devant un magistrat. À moins, bien sûr, que vous ne le payiez pour qu'il regarde ailleurs. Les sergents français, nous dit-on, étaient hautement corruptibles. Ce n'est pas une simple observation, c'est un constat systémique. La corruption n'était pas l'exception, c'était presque la règle. Prenons un exemple concret, particulièrement révélateur. Vers la fin du XIIIe siècle, un certain Jehan de Beaucaine occupe le poste de bailli d'Arras. Le bailli est un officier important, responsable de l'application de la justice royale dans une région. On pourrait s'attendre à ce qu'un homme de ce rang soit au-dessus de telle bassesse. Et pourtant, Jehan de Beaucaine devient si notoirement corrompu que le comte d'Artois lui-même est finalement obligé d'intervenir. Une enquête est ouverte. Plus de 50 affaires criminelles sont examinées. Les accusations s'accumulent, pots de vin acceptés régulièrement, extorsion pratiquée ouvertement, abus de procédure judiciaire. Le plus révélateur? Jehan avait développé ce qu'on pourrait appeler un barème dégressif de la corruption. Plus le crime était grave, plus le paiement requis pour faire disparaître les charges était élevé. Un système parfaitement organisé, presque commercial dans son efficacité. L'affaire Beaucaine n'était pas une anomalie. Elle illustre simplement, de façon particulièrement flagrante, ce qui se passait à tous les niveaux du système. Les gardes ordinaires, ceux qui arpentaient les rues chaque nuit, pratiquaient leur propre version de cette corruption. Les récits abondent de veilleurs surpris endormis à leur poste ou buvant dans les tavernes qu'ils étaient censés surveiller.
d'autres extorquaient les citoyens pour les laisser passer après le couvre-feu, ou demandaient des frais pour ne pas arrêter quelqu'un d'apparence suspecte. Les marchands qui voyageaient apprenaient vite qu'il fallait prévoir un budget pour ces frais irréguliers, particulièrement aux ports et aux bureaux de douane où les gardes contrôlaient l'accès aux villes. Les geôliers, eux aussi, étaient tristement célèbres pour leurs abus. D'anciens prisonniers se plaignaient régulièrement de comportements extorsionnaires, de l'utilisation excessive de la force, de l'appropriation d'aumônes destinées aux détenus et de conditions de détention délibérément rendues insupportables jusqu'à ce qu'un paiement soit effectué. Il faut comprendre que dans le système médiéval, les geôliers n'étaient souvent pas salariés par l'État. Ils devaient vivre de leur position, ce qui signifiait en pratique faire payer les prisonniers pour à peu près tout. Une meilleure cellule, de la nourriture décente, le retrait des chaînes, des visites. L'emprisonnement devenait une source de profit. Mais pourquoi la corruption était-elle si répandue, si endémique au système? La réponse se trouve dans l'analyse économique la plus basique. Un homme doit nourrir sa famille. S'il ne peut pas le faire avec son salaire légitime, il trouvera d'autres moyens. Les gardes de la ville étaient payés une misère quand ils étaient payés. Ils n'avaient aucune perspective d'avancement, aucun prestige social, aucune reconnaissance. Leur travail était dangereux et ingrat. Dans ces circonstances, accepter des pots de vin n'était pas seulement une tentation, c'était presque une nécessité économique. Les frais irréguliers devenaient un revenu alternatif indispensable. De plus, la supervision était minimale. Qui surveillait les gardes? Leurs supérieurs, souvent tout aussi corrompus. Les magistrats municipaux, qui avaient leurs propres problèmes et priorités. Il n'existait pas de standards professionnels, pas de code de conduite formalisé, pas de mécanisme de plainte efficace pour les citoyens lésés. Un garde pouvait abuser de son pouvoir en toute impunité, ou presque. Bien sûr, les cas les plus flagrants, comme celui de Jehan de Beauquesne, pouvaient finalement être sanctionnés. Mais combien de petits abus quotidiens passaient inaperçus ou étaient simplement acceptés comme le coût normal de la vie urbaine? Cette corruption généralisée a eu des conséquences profondes. Elle a détruit toute confiance entre les gardes et la population. Les citoyens ne voyaient pas les veilleurs comme leurs protecteurs, mais comme des prédateurs potentiels. Les marchands devaient budgéter les pots de vin comme n'importe quelle autre dépense commerciale. Les voyageurs honnêtes redoutaient les contrôles nocturnes, non pas parce qu'ils avaient quelque chose à se reprocher, mais parce qu'ils savaient qu'ils devraient payer pour éviter des ennuis. Et cette méfiance était réciproque. Les gardes voyaient les citoyens comme des sources de revenus, des gens à exploiter plutôt qu'à servir. Or, voilà que nous commençons à comprendre pourquoi les gardes avaient des problèmes avec tout le monde. Leur corruption les mettait en conflit avec les citoyens ordinaires. Mais ce n'était là qu'une partie du problème. Dans les chapitres suivants, nous allons découvrir comment leur position même, au carrefour de multiples juridictions et de multiples tensions sociales, les condamnait à entrer en conflit avec littéralement tous les autres groupes de la société médiévale. Et nous verrons que ces conflits n'étaient pas simplement le résultat de défauts personnels ou de choix moraux, mais plutôt les conséquences inévitables d'un système fondamentalement défectueux. Pour saisir pleinement les tensions entre les gardes de la ville et la noblesse, il faut d'abord comprendre ce que représentait l'existence même de ces gardes. Ils incarnaient une forme de pouvoir émergente, celle des municipalités, celle des villes qui cherchaient à s'affranchir de l'autorité traditionnelle des seigneurs. Chaque fois qu'un garde arrêtait quelqu'un, chaque fois qu'il faisait respecter un règlement municipal, c'était l'autorité urbaine qui s'affirmait. Et cette affirmation constituait une menace directe pour les privilèges nobiliaires. Le Moyen-Âge était caractérisé par ce qu'on pourrait appeler un cauchemar juridictionnel. Imaginez une ville où coexistent l'autorité royale, l'autorité municipale, l'autorité épiscopale et l'autorité de plusieurs seigneurs locaux. Chacun prétend avoir le droit de rendre justice, de lever des taxes,
de commander les hommes. Les frontières entre ces juridictions sont floues, contestées, en constante évolution. Un crime commis à un coin de rue peut relever de la justice royale, tandis qu'à 3 pas plus loin, c'est le prévôt municipal qui a compétence. Les rois eux-mêmes devaient naviguer avec prudence, évitant les conflits en se tenant à l'écart des juridictions municipales, quand ils le pouvaient. Et au milieu de ce labyrinthe juridique, les gardes de la ville tentaient d'imposer l'ordre. Mais la noblesse ne cédait pas son pouvoir sans résister. Les nobles maintenaient ce que les chroniques appellent un profil militaire élevé, c'est-à-dire qu'ils conservaient des forces armées privées impressionnantes. Dans les villes hanséatiques comme Lübeck, les patriciens formaient des sociétés de défense de leurs intérêts qui pouvaient aligner des centaines de cavaliers armés. C'étaient de véritables armées privées. Des associations similaires existaient à Aix-la-Chapelle, à Brunswick et ailleurs. Face à de telles forces, que pouvaient faire quelques dizaines de gardes mal équipés? Ces tensions explosaient régulièrement en révoltes ouvertes. En 1349, à Nuremberg, les guildes d'artisans se soulèvent contre le pouvoir patricien. La répression est impitoyable, la révolte est écrasée, les guildes sont dissoutes et interdites, et de nombreux meneurs sont exécutés ou exilés. Mais parfois, les révoltes réussissent. En 1336, à Zurich, un chevalier nommé Rudolf Brun s'allie avec les artisans pour renverser le conseil patricien. Des soulèvements similaires secouent Bâle en 1337, Rheinfelden en 1331, Winterthur en 1342. À chaque fois, les gardes de la ville se retrouvent pris entre deux feux. S'ils soutiennent l'ordre établi, ils deviennent les ennemis du peuple. S'ils sympathisent avec les insurgés, ils trahissent leurs employeurs. La position des gardes était véritablement impossible. Officiellement, ils étaient censés faire respecter la loi municipale. Mais que faire quand un noble refusait de se soumettre à cette loi, invoquant ses privilèges ancestraux? Un garde ordinaire n'avait pas l'autorité pour arrêter un seigneur. Même s'il en avait eu le droit formel, comment l'aurait-il fait pratiquement? Un noble pouvait faire appel à ses hommes d'armes, à ses vassaux, à son réseau d'alliances. Un garde n'avait que sa hallebarde et peut-être quelques collègues tout aussi impuissants. Les nobles le savaient et exploitaient cette faiblesse. Ils circulaient dans les villes avec leurs escortes armées, défiant ouvertement les règlements municipaux sur le port d'armes. Ils refusaient de payer les taxes urbaines. Ils se moquaient des couvre-feux. Et les gardes ne pouvaient rien faire sinon regarder avec impuissance et ressentiment. Ce ressentiment était mutuel. Les nobles considéraient les gardes comme des représentants d'un ordre social qui remettait en question leur supériorité. Comment oser imposer des restrictions à ceux qui étaient nés pour commander? Comment des roturiers, des hommes du commun, pouvaient-ils prétendre exercer une autorité sur leurs supérieurs naturels? De leur côté, les gardes voyaient dans l'impunité nobiliaire une injustice criante. Pourquoi devraient-ils risquer leur vie pour faire respecter des lois que les puissants pouvaient ignorer à leur guise? Cette double frustration empoisonnait les relations entre la garde urbaine et l'aristocratie, créant un climat de méfiance et d'hostilité permanente. Si les relations avec la noblesse étaient tendues, celles avec les marchands et les guildes étaient encore plus complexes. Car ici, les gardes étaient simultanément les employés, les régulateurs et les adversaires des mêmes groupes. Comment une telle situation pouvait-elle ne pas engendrer de conflit? D'abord, il faut comprendre la position ambiguë des marchands dans la société médiévale. La structure sociale théorique reconnaissait 3 ordres: ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent la terre. Les marchands n'entraient dans aucune de ces catégories. Ils étaient largement vus avec suspicion par le clergé, les paysans et la noblesse. On les accusait de chercher à s'enrichir aux dépens de la société, de ne rien produire eux-mêmes tout en profitant du travail des autres.
La noblesse les considérait avec un mépris particulier, les traitant d'avares et d'usuriers, d'hommes obsédés par l'argent au détriment de l'honneur et de la vertu. Pourtant, ces marchands méprisés devenaient de plus en plus riches et puissants. Ils contrôlaient de plus en plus les moyens de production et le capital. Ils formaient des guildes marchandes qui rivalisaient avec les guildes d'artisans pour le contrôle des gouvernements municipaux. Et généralement, ce sont les guildes marchandes, plus riches, qui dominaient. Les guildes d'artisans, plus nombreuses mais individuellement moins puissantes, perdaient face aux marchands et souffraient économiquement. Cette rivalité créait des tensions constantes au sein des villes. Et qui devait gérer ces tensions? Les gardes de la ville. Mais voici le paradoxe. Dans de nombreuses villes, ce sont précisément les guildes qui fournissaient une partie importante de la garde. Chaque guilde se voyait attribuer un segment spécifique de la muraille à défendre. À Cracovie, on trouve ainsi la tour des chapeliers, la tour des épéistes, la tour des aubergistes. Chaque guilde devait fournir et équiper ses propres hommes de garde. Les guildes et citoyens riches engageaient des mercenaires pour la garde de jour. Mais même alors, on attendait des citoyens ordinaires qu'ils montent la garde sur les murailles la nuit. Ceux qui avaient de l'influence l'utilisaient pour obtenir des exemptions ou pour engager des substituts. Ceux qui n'en avaient pas devaient servir. Cette situation créait des ressentiments multiples. Les artisans pauvres reprochaient aux marchands riches d'échapper à leurs devoirs civiques. Les guildes d'artisans en conflit avec les guildes marchandes voyaient les gardes comme les instruments de leurs adversaires. Et les gardes eux-mêmes se retrouvaient dans une position intenable. S'ils étaient payés par une guilde, comment pouvaient-ils être impartiaux dans un conflit entre cette guilde et une autre? S'ils faisaient respecter les privilèges d'une guilde dominante, ils s'aliénaient les autres. S'ils tentaient d'être équitables, ils mécontentaient tout le monde. Les marchands voyageurs, eux, avaient leurs propres raisons de se méfier des gardes urbains. Ils devaient payer des frais si réguliers aux ports et aux portes de la ville. Les bureaux de douane étaient notoirement corrompus. Les gardes pouvaient exiger des paiements pour protection, pratiquant essentiellement un racket légalisé. Beaucoup de marchands préféraient engager leur propre garde privée pour protéger leurs marchandises et leur vie, un aveu explicite qu'ils ne faisaient pas confiance à la garde officielle. En 1493, Londres connaît un incident révélateur. Une foule attaque le Steelyard, le quartier des marchands étrangers de la Ligue hanséatique. Il faut l'intervention du maire lui-même pour calmer la situation. Et que fait-il? Il installe une garde de nuit spéciale pendant 7 jours pour protéger les résidents du Steelyard. Cet événement soulève une question troublante. Si la garde régulière était efficace, pourquoi fallait-il en installer une spéciale? La réponse est claire. La garde ordinaire n'était ni assez fiable ni assez forte pour garantir la sécurité dans une situation de crise. Les guildes elles-mêmes, qu'elles soient marchandes ou artisanales, jouaient un rôle profondément ambivalent dans l'économie urbaine. Toutes les 3 catégories de guildes, nous disent les historiens, géraient les marchés du travail, abaissaient les salaires et faisaient avancer leurs propres intérêts aux dépens de leurs subordonnés. Les guildes étaient essentiellement des monopoles. Elles contrôlaient qui pouvait exercer un métier, comment il devait l'exercer et à quel prix. Quand les gardes faisaient respecter les privilèges des guildes, ils protégeaient ces monopoles. Cela les mettait en conflit direct avec tous ceux qui étaient exclus, les travailleurs non qualifiés, les étrangers, les apprentis mécontents, les maîtres rejetés. La garde urbaine se retrouvait à protéger les intérêts des privilégiés contre les aspirations des défavorisés, une position qui ne pouvait qu'engendrer ressentiment et hostilité. Si vous pensiez que les tensions avec la noblesse, les marchands et les guildes étaient déjà complexes, préparez-vous à découvrir l'un des conflits les plus explosifs de la vie urbaine médiévale.
car il existait dans les villes universitaires un groupe particulier qui jouissait d'une immunité presque totale face à l'autorité des gardes, les étudiants. Et ces étudiants se comportaient souvent comme les pires délinquants. Voici le cœur du problème. Tous les étudiants, absolument tous, étaient classés comme clercs. Cela signifie qu'ils relevaient de la juridiction ecclésiastique, pas de la justice séculière. Ils bénéficiaient du privilège de clergie, un statut juridique qui les plaçait sous la protection de l'Église. Les conséquences pratiques étaient énormes. Les gardes de la ville ne pouvaient pas arrêter un étudiant pour la plupart des crimes. Ils ne pouvaient certainement pas le torturer pour obtenir des aveux, pratique courante à l'époque. Sauf en cas de meurtre, un étudiant accusé d'un crime devait être remis aux tribunaux ecclésiastiques, qui étaient généralement beaucoup plus cléments. Imaginez la frustration des gardes et des citoyens ordinaires face à cette impunité. L'année 1229 à Paris nous offre un exemple tragique de ce qui pouvait arriver. L'incident commence de façon presque comique, un désaccord sur une note de taverne impayée. Des étudiants ont bu, refusent de payer, une dispute éclate. Mais l'affaire dégénère rapidement en émeute étudiante. La reine Blanche de Castille, qui gouverne en tant que régente, ordonne à ses gardes mercenaires de punir les émeutiers. Ces gardes, nous dit un chroniqueur, étaient connus pour leur nature brutale. Ils interviennent avec une violence excessive, tuant plusieurs étudiants d'une main étonnamment lourde. L'université est scandalisée. Techniquement, l'université avait accepté que les gardes punissent les émeutiers, mais elle n'avait certainement pas autorisé un tel massacre. Les gardes sont blâmés pour avoir utilisé une force excessive. L'incident déclenche une crise majeure entre l'université et la couronne. Mais pourquoi les étudiants étaient-ils si souvent impliqués dans la violence? Les statistiques sont révélatrices. En 1269, les citoyens parisiens se plaignent que les étudiants passent leur temps à commettre des crimes incluant blesser ou tuer des citoyens, violer des femmes et s'introduire par effraction dans les auberges. Les villes universitaires, Oxford, Paris, Bologne, étaient, selon un historien, des endroits incroyablement dangereux. Les affrontements entre les habitants et les étudiants étaient fréquents. Les étudiants médiévaux d'Oxford étaient particulièrement meurtriers. La violence atteignait son pic vers l'heure du couvre-feu, en début de soirée. Les dimanches étaient particulièrement mortels. Après la messe, les après-midi de boissons, de jeux et de disputes dégénéraient régulièrement en bagarres sanglantes. Ce qui est fascinant, c'est la géographie de cette violence. On pourrait penser que les quartiers pauvres et périphériques seraient les plus dangereux. En réalité, c'était le contraire. Les zones les plus prospères et prestigieuses, là où vivaient les étudiants riches et les maîtres universitaires, étaient aussi les plus violentes. Les foyers de violence létale étaient concentrés sur des distances de 2 à 300 mètres, créant des zones où la loi n'avait pratiquement aucun pouvoir. Pourquoi les gardes ne pouvaient-ils rien faire? La question de la juridiction était insoluble. Qui avait le droit légal de juger les académiques? Finalement, la réponse était claire. Les érudits ne pouvaient être ni arrêtés ni torturés par les autorités municipales. Les étudiants l'avaient bien compris et exploitaient cette immunité sans scrupule. Les chroniques parlent d'étudiants de nom seulement qui passaient leur temps à commettre des crimes. Certains individus s'inscrivaient à l'université uniquement pour bénéficier de la protection cléricale, tout en menant des activités criminelles. Les gardes assistaient impuissants à ces abus, incapables d'appliquer la loi de façon égale. Leur ressentiment envers ce système à 2 vitesses était profond. Mais le privilège de clergie ne s'arrêtait pas aux étudiants universitaires. Toutes les écoles, et pas seulement les universités, étaient sous administration ecclésiastique. Tous les écoliers, tous les enseignants, tous ceux qui avaient un lien quelconque avec l'éducation formelle pouvaient potentiellement revendiquer le statut de clerc. Cela créait une catégorie étendue de personnes que les gardes ne pouvaient arrêter.
Pour les citoyens ordinaires qui ne bénéficiaient d'aucune protection spéciale, cette situation paraissait profondément injuste. Pourquoi un étudiant ivre qui avait violé quelqu'un devrait-il échapper à la justice séculière alors qu'un artisan qui avait volé du pain serait pendu? Cette justice à deux vitesses minait toute légitimité du système et alimentait l'hostilité envers les gardes qui l'appliquaient, ou plutôt qui ne pouvaient pas l'appliquer. Les tensions avec l'autorité ecclésiastique ne se limitaient pas aux étudiants. Dans de nombreuses villes médiévales, les évêques exerçaient non seulement le pouvoir spirituel, mais aussi le pouvoir temporel. Les habitants devaient prêter serment à l'évêque, payer ses taxes, se soumettre à sa justice. Mais au fil du temps, les bourgeois aspiraient à transformer leur cité en ville libre avec son propre gouvernement. Au milieu de ces luttes se trouvaient, une fois de plus, les gardes de la ville. Quelle autorité devaient-ils reconnaître? Celle de l'évêque ou celle du gouvernement municipal émerge. À Exeter, en Angleterre, les disputes sur la juridiction nécessitaient régulièrement des arbitres. Dans les bourgs monastiques, les tensions allaient de la désobéissance civile pacifique à la violence ouverte. La situation se compliquait encore du fait que l'Église possédait des propriétés dispersées dans toute la ville. Un quartier relevait de la juridiction municipale, la rue adjacente de la juridiction ecclésiastique. Un criminel pouvait littéralement échapper aux gardes en franchissant une rue. Les sanctuaires ecclésiastiques offraient l'asile aux fugitifs. Un homme poursuivi se réfugiait dans une église et y restait en sécurité pendant des jours, voire des semaines. Chaque arrestation devait prendre en compte non seulement les faits du crime, mais aussi le statut juridique complexe des personnes impliquées. Jusqu'ici, nous avons exploré les tensions entre les gardes et les groupes privilégiés. Mais qu'en était-il des citoyens ordinaires, ceux que les gardes étaient censés protéger en premier lieu? L'application du couvre-feu créait des tensions quotidiennes. Un messager livrant un message urgent, un médecin appelé au chevet d'un malade, un voyageur arrivant tard. Tous devaient convaincre les gardes de la légitimité de leur présence nocturne. Mais comment prouver son honnêteté dans l'obscurité, face à des hommes méfiants et souvent corrompus? Les citoyens honnêtes en venaient à détester ces restrictions qui rendaient leur vie plus difficile et plus dangereuse. La garde détenait tout le monde qu'elle voyait. Remarquez, tout le monde. Sans formation adéquate ni supervision, les gardes arrêtaient indistinctement criminels et citoyens honnêtes, créant grief et ressentiment. Les marchands itinérants, les travailleurs de nuit, tous devaient se munir de sauf-conduits simplement pour se déplacer librement. La vie médiévale elle-même était violente. Les gens étaient désespérés, souvent ivres. Les bagarres éclataient rapidement et dégénéraient en blessures graves quand presque tous portaient une arme. Les gardes étaient censés intervenir, mais restaient souvent incapables ou réticents. Pourquoi risquer sa vie pour séparer deux ivrognes quand on est mal payé et mal équipé? Les gardes étaient tournés en ridicule par toute la société, devenus la cible commune des moqueries. Quand un citoyen avait besoin de protection, il avait peu de foi que les gardes viendraient. Quand un crime était commis, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit résolu. Et pourtant, ces mêmes citoyens devaient leur obéir, se soumettre à leur contrôle, accepter leurs restrictions. Le système créait aussi un ressentiment de classe profond. Les riches vivaient dans des quartiers mieux gardés, engageaient des gardes privés, payaient pour éviter le service. Les pauvres subissaient une garde inadéquate et devaient servir personnellement. C'était une justice à deux vitesses, où sécurité et liberté dépendaient de la richesse. Les gardes, à l'intersection de ces inégalités, en devenaient les symboles et les cibles. Si les relations entre les gardes et les citoyens chrétiens ordinaires étaient tendues, celles avec les communautés juives étaient encore plus tragiques. Car ici,
nous voyons le plus clairement l'échec total du système de garde urbaine et les conséquences mortelles de cet échec. En théorie, les gardes étaient censés protéger les Juifs. La Charte des libertés stipulait que les chrétiens devaient garder et protéger les individus juifs. Les bulles papales, comme le Sicut Judaeis, réaffirmaient régulièrement cette obligation. Le 6 juillet 1348, le pape Clément VI émit une bulle spécifique pour protéger les Juifs contre les accusations folles d'avoir causé la peste noire. Les rois aussi avaient un intérêt à protéger les Juifs, car ils pouvaient les taxer lourdement. Quand les Juifs prospéraient, les coffres royaux se remplissaient. Sur le papier, donc, les Juifs bénéficiaient de protections multiples. En réalité, dès la fin du XIIe siècle, il était clair que les chrétiens en Angleterre ne protégeaient pas toujours les Juifs. La violence continuait malgré tous les efforts de protection. Les Juifs anglais souffraient particulièrement lors des croisades, quand des foules excitées par le zèle religieux se retournaient contre eux avant même de partir pour la Terre sainte. Beaucoup ne survivaient que grâce à la protection directe de la couronne, à la conversion forcée ou à la chance pure. L'incident de Strasbourg est particulièrement révélateur. Le 14 février 1349, entre 900 et 2000 Juifs y furent brûlés vifs, selon les sources, et ce plusieurs mois après que le pape eut émis sa bulle de protection. Où étaient les gardes? Pourquoi n'ont-ils pas empêché ce massacre? La réponse est complexe et sombre. D'un côté, les gardes étaient censés protéger les Juifs. De l'autre, ils étaient chargés d'appliquer contre eux toute une série de lois discriminatoires. Les Juifs étaient concentrés dans des ghettos, des quartiers spécifiques dont ils ne pouvaient sortir librement. Ils n'avaient pas le droit de posséder des terres. Ils devaient payer des taxes discriminatoires pour entrer dans certains quartiers ou certaines villes. Ils étaient forcés de prêter des serments spéciaux, les serments juifs, pour témoigner en justice. Ils devaient porter des vêtements distinctifs pour être immédiatement identifiables. Et qui appliquait toutes ces restrictions? Les gardes de la ville. En 1278-1279, le connétable de la Tour de Londres paye 30 sergents à pied pour garder 600 prisonniers juifs accusés de rogner les pièces de monnaie. Ici, les gardes ne protègent pas les Juifs, ils les gardent emprisonnés. Le double rôle est explicite, protecteur et oppresseur à la fois. Comment les Juifs pouvaient-ils faire confiance aux gardes? Comment pouvaient-ils se sentir en sécurité quand les mêmes hommes qui étaient censés les défendre les traitaient aussi comme des suspects permanents, comme une menace à surveiller? Ce double standard créait aussi du ressentiment parmi les citoyens chrétiens. Certains voyaient les Juifs comme injustement protégés par les autorités royales pour des raisons fiscales. D'autres les voyaient comme des boucs émissaires faciles. Quand la peste arrivait, quand les récoltes échouaient, quand les temps étaient durs, il était tentant de blâmer les Juifs. Et quand des foules en colère se formaient, quand la violence éclatait, les gardes se retrouvaient dans une position impossible. S'ils protégeaient efficacement les Juifs, ils risquaient la colère de la foule, peut-être même leur propre vie. S'ils ne protégeaient pas les Juifs, ils violaient leurs obligations légales et morales. Trop souvent, les gardes choisissaient la voie de la moindre résistance. Ils regardaient ailleurs pendant les pogroms. Ils arrivaient trop tard pour empêcher les violences. Ils trouvaient des excuses pour ne pas intervenir. Les protections théoriques restaient des mots sur du parchemin, impuissants face à la haine réelle et à la lâcheté humaine. Et ainsi, le système de garde urbaine, déjà défaillant pour les citoyens ordinaires, échouait totalement pour les plus vulnérables. Nous avons exploré en détail les conflits entre les gardes de la ville et pratiquement tous les groupes de la société médiévale. Maintenant, prenons du recul et analysons pourquoi ces conflits étaient inévitables. Car le problème n'était pas principalement les défauts individuels des gardes, aussi nombreux fussent-ils. Le problème était systémique,
structurelle, fondamentale. Le système de garde urbaine médiéval était voué à l'échec dès sa conception. Les gardes n'étaient pas des policiers au sens moderne. Ils ne menaient pas d'investigation, ne poursuivaient pas les criminels au-delà de leurs frontières, n'empêchaient pas proactivement le crime. Ils réagissaient quand ils réagissaient. Pourquoi? Les ressources étaient absurdement inadéquates. Dans une ville dense et violente, comment une poignée d'hommes mal formés et mal équipés pouvait-ils maintenir l'ordre? Le labyrinthe juridictionnel rendait leur tâche impossible. Juridiction royale, municipale, épiscopale, seigneuriale, des guildes, des privilèges nobiliaires, toutes se chevauchaient. Un crime se produisait. Quelle autorité s'appliquait? Les criminels exploitaient ces failles, franchir une rue, invoquer un privilège et échapper à la justice. Sans formation, sans code d'éthique, sans supervision, sans perspective d'avancement, comment construire une force efficace? Le système demandait à des hommes ordinaires de faire un travail extraordinairement difficile, dans des conditions impossibles, sans les outils nécessaires. Qu'il ait fonctionné tant bien que mal pendant des siècles est miraculeux. Qu'il ait été détesté et dysfonctionnel était inévitable. Pour vraiment comprendre la réalité vécue de ces hommes pris dans un système impossible, imaginons une nuit typique dans la vie d'un garde médiéval. Appelons-le Guillaume, un homme de 50 ans, ancien cordonnier dont les mains arthritiques ne peuvent plus manier les outils avec la dextérité nécessaire. Il a accepté de servir comme substitut pour un riche marchand de draps, pour quelques pièces qui complètent à peine sa maigre pension. Le soleil se couche, peut-être vers 9 ou 10 heures du soir, selon la saison. Guillaume se présente au poste de garde près de la porte sud de la ville. On lui assigne une section à patrouiller. 3 rues étroites dans le quartier des tanneurs, un endroit qui pue même en hiver. Il reçoit son équipement. Une vieille hallebarde dont le manche est fendu, une crécelle qui grince, une lanterne à huile qui fume. Pas d'armure, juste sa tunique usée et un capuchon pour se protéger du froid. Sa première tâche est d'allumer les lampes à huile dans les niches le long de sa route. La plupart sont déjà cassées ou vides. Il fait ce qu'il peut. Puis commence la longue attente. Il marche lentement sa ronde, de la porte de la tannerie au coin de la place du marché, puis vers la fontaine, puis retour. Encore et encore. Ses jambes lui font mal. Le froid s'insinue à travers ses vêtements. Minuit passe. 1 heure du matin. Rien ne se passe. Guillaume s'arrête près d'une taverne qu'il connaît. Le tavernier, moyennant quelques pièces par mois, le laisse entrer par la porte de derrière pour se réchauffer un peu. Peut-être qu'il accepte une tasse de vin chaud. Ce n'est pas vraiment permis, mais qui va le vérifier? Les autres gardes font pareil. Tout le monde le sait. Soudain des cris. Guillaume sort en trébuchant, essayant de s'orienter. Les cris viennent de la rue des tanneurs. Il court aussi vite qu'il peut, ce qui n'est pas très rapide. Là, il trouve 2 hommes en train de se battre. Un couteau brille dans la lumière de sa lanterne. « Halte! Au nom de la loi !» crie-t-il. Sa voix tremble. L'un des hommes se tourne vers lui. Guillaume reconnaît le fils du maître de la guilde des tanneurs, un jeune homme riche et arrogant. « Mêle-toi de tes affaires, vieillard !» crache le jeune homme. « Où veux-tu te souvenir qui paye ton salaire ?» C'est une menace à peine voilée. La famille de ce garçon a de l'influence. Guillaume pourrait perdre sa position. Il hésite. L'autre homme, un étranger probablement, profite de la distraction pour s'enfuir. Le fils du maître de guilde se redresse, range son couteau. « Voilà, c'est réglé. Tu peux retourner à ta ronde. » Il jette quelques pièces aux pieds de Guillaume et s'éloigne. Guillaume ramasse les pièces. Que pouvait-il faire? Arrêter le fils du maître? Avec quoi? Il n'a pas d'allié, pas de renfort.
sa hallebarde est vieille et il n'est pas sûr de savoir vraiment s'en servir dans un vrai combat. Il a une famille à nourrir. Il retourne à sa ronde, le cœur lourd de honte et de justification. 3 heures du matin. Un groupe de jeunes gens émerge d'une maison, visiblement des étudiants, chantant bruyamment. Ils le voient et commencent à se moquer. « Regarde le brave défenseur de la ville. Penses-tu qu'il peut même tenir sa lance ?» Il rit. Guillaume serre les dents. Il sait qu'il ne peut pas les arrêter. Les étudiants ont le privilège de clergie. Même s'il essayait, ils appelleraient leurs amis, et Guillaume se retrouverait battu dans une ruelle. Il les laisse passer. 5 heures. L'aube approche. Guillaume est épuisé, gelé, affamé. Rien d'autre ne s'est passé. Une nuit typique, longue, ennuyeuse, ponctuée de moments de peur et d'humiliation. Quand le soleil se lève enfin, il rend son équipement et rentre chez lui. Demain soir, il recommencera. Et la nuit suivante. Et celle d'après. C'est sa vie maintenant. Voilà la réalité des gardes de ville médiévaux. Pas des héros, pas des monstres, mais des hommes ordinaires pris dans un système qui les vouait à l'échec, à la corruption et au mépris universel. Des hommes qui faisaient des choix impossibles dans des circonstances impossibles. Des victimes et des complices à la fois. Nous sommes arrivés au terme de notre exploration de ce système fascinant et tragique. Nous avons vu comment les gardes de la ville médiévale se sont retrouvés en conflit avec littéralement tous les groupes de la société. La noblesse, les marchands, les guildes, les étudiants, le clergé, les évêques, les citoyens ordinaires, et même les minorités qu'ils étaient censés protéger. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas le résultat de défauts individuels. C'était la conséquence inévitable d'un système conçu pour échouer. Réfléchissons à ce que nous révèle cette histoire sur la société médiévale elle-même. Nous voyons une époque caractérisée par des autorités multiples qui se chevauchaient constamment. Le pouvoir n'était pas centralisé, unifié, rationalisé comme nous le connaissons aujourd'hui. Il était fragmenté entre le roi, l'Église, les nobles, les villes, les guildes. Chacun revendiquait une sphère de juridiction, et ces sphères entraient continuellement en collision. Dans cet environnement, les gardes servaient de point de friction où ces conflits devenaient concrets et personnels. Nous voyons aussi une hiérarchie sociale strictement appliquée et pourtant constamment contestée. Les nobles méprisaient les roturiers, mais les villes gagnaient en pouvoir. Les marchands étaient regardés de haut, mais accumulaient des richesses considérables. Les étudiants jouissaient de privilèges, mais se comportaient de façon criminelle. Le système tentait de maintenir un ordre social traditionnel face à des forces économiques et sociales qui le transformaient. Les gardes étaient censés défendre cet ordre, mais ils n'avaient ni les ressources ni l'autorité pour le faire efficacement. La violence était endémique dans la vie médiévale, et les tentatives pour l'imposer par plus de violence créaient souvent plus de désordre qu'elles n'en résolvaient. Les gardes, armés mais mal entraînés, autoritaires mais peu respectés, violents mais contraints, incarnaient cette contradiction. Ils étaient censés apporter la paix par la force, mais manquaient des outils pour le faire de façon juste ou efficace. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, il est tentant de juger sévèrement ce système. Mais arrêtons-nous un instant. Combien des problèmes que nous avons identifiés ont vraiment disparu? La question de qui surveille les surveillants reste pertinente aujourd'hui. Les problèmes de corruption liés aux salaires inadéquats des forces de l'ordre existent encore dans de nombreuses parties du monde. Les conflits de juridiction entre différentes autorités n'ont pas été complètement résolus. La tension entre sécurité et liberté, entre protection et oppression, continue de nous préoccuper.
Les minorités se demandent encore si la police les protégera vraiment ou si elle appliquera des lois discriminatoires contre elles. Bien sûr, nos systèmes modernes de maintien de l'ordre sont infiniment plus professionnels, mieux formés, mieux supervisés que leurs ancêtres médiévaux. Nous avons appris, lentement et douloureusement, les leçons que l'histoire médiévale nous enseigne. Nous comprenons maintenant qu'une force de police efficace nécessite une formation adéquate, une compensation décente, des juridictions claires, une supervision indépendante et une responsabilité réelle. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités absolues. Le système de garde urbaine médiévale a finalement perduré, dans ses diverses formes, jusqu'au XIXe siècle. Le statut de Winchester n'a été abrogé qu'en 1827. Au fil des siècles, il est devenu de plus en plus évident, face à l'urbanisation du XIXe siècle, que les gardes de ville traditionnels, caractérisés par des volontaires à temps partiel, des soldats retraités ou des constables mal formés enclins à la corruption et à l'absentéisme, ne pouvaient plus fonctionner. Les villes modernes, en expansion rapide, grouillantes de millions de personnes, nécessitaient quelque chose de complètement différent. Ainsi sont nées les forces de police professionnelles que nous connaissons aujourd'hui. Mais certains problèmes ont persisté. La transition du système médiéval au système moderne n'a pas été une rupture nette. Les premières forces de police professionnelles ont hérité de certaines attitudes, de certaines pratiques, de certains problèmes de leurs prédécesseurs. L'histoire nous enseigne l'importance du design institutionnel. Quand nous créons des institutions, quand nous demandons aux gens d'accomplir des tâches, nous devons leur donner les outils nécessaires pour réussir. Nous ne pouvons pas demander l'impossible et ensuite blâmer les individus quand ils échouent. Nous ne pouvons pas sous-payer les gens et nous étonner qu'ils deviennent corrompus. Nous ne pouvons pas leur donner du pouvoir sans supervision et espérer qu'ils ne l'abuseront pas. Les gardes de la ville médiévale étaient à la fois victimes et coupables. Victimes d'un système qui les plaçait dans une position impossible, qui leur demandait de faire un travail qu'ils n'étaient pas équipés pour accomplir, qui les sous-payait, les méprisait et les exposait à la tentation et au danger. Mais aussi coupables, car beaucoup ont choisi la corruption, la brutalité, l'indifférence face à la souffrance qu'ils étaient censés prévenir. Leur histoire est un conte moral sur la responsabilité partagée, la responsabilité des systèmes et la responsabilité des individus qui opèrent à l'intérieur de ces systèmes. Quand nous regardons les rues sombres et dangereuses des villes médiévales, quand nous entendons le claquement des crécelles et le son des cors dans la nuit, nous ne devrions pas voir simplement une époque révolue. Nous devrions voir un avertissement. L'avertissement de ce qui arrive quand nous créons des institutions dysfonctionnelles, quand nous demandons aux gens de faire des travaux impossibles dans des conditions impossibles pour une compensation impossible. L'avertissement que les conflits sociaux non résolus, les inégalités flagrantes, les juridictions confuses et l'absence de professionnalisme créent inévitablement l'échec. Et l'avertissement que quand les systèmes échouent, ce sont les êtres humains, dans toute leur faiblesse et leur complexité, qui doivent en payer le prix. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des coins sombres de l'histoire urbaine médiévale. J'espère que ce voyage dans les nuits froides et dangereuses du passé vous a offert non seulement des connaissances sur une époque fascinante, mais aussi des réflexions sur notre propre temps. L'histoire n'est jamais seulement du passé. Elle est un miroir dans lequel nous pouvons voir nos propres défis et nos propres possibilités. Si vous avez apprécié cette plongée dans le monde des gardes médiévaux, je serais ravi si vous donniez un like à cette vidéo et la partagiez avec d'autres passionnés d'histoire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris ou fasciné dans cette histoire. Y a-t-il d'autres aspects de la vie urbaine médiévale que vous aimeriez explorer? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus de récits historiques
qui révèle les vérités cachées derrière les mythes que nous tenons pour acquis. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères du passé.